Bonjour Romain, merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, merci à toi. Merci de m'avoir proposé, en tout cas, ce rendez-vous. Merci beaucoup. Alors j'ai eu l'occasion de te rencontrer, la chance de te rencontrer au Salon du Rent à Paris en novembre 2025. C'est lors de ce salon que j'ai pu te croiser. Après, c'est une conférence que tu as partagée avec Monsieur Raffin, Julien Ouais. Raffin. Voilà. Et je t'avais évoqué lors de cette rencontre le fait que lorsque j'ai démarré l'immobilier, j'ai eu à me poser, à réfléchir à ma manière de proposer en tout cas mon métier, ma posture, et que je m'étais beaucoup à l'époque pris référence. Je sais pas si c'est une conversation que tu te souviens ou pas. J'ai pris beaucoup référence, et si tu veux, à ta manière de proposer ton métier auprès de tes clients lors de l'émission Recherche appartement ou maison. Donc 10 ans Ah plus oui? tard. Ouais, 10 ans plus tard, c'est plutôt chouette de pouvoir t'interviewer et d'échanger avec toi sur le métier et surtout sur ta carrière. Voilà, tout simplement. Ah, Donc ok, merci pour cool. ça. Ouais. Drôle. Euh, donc toi, tu as démarré l'immobilier, pour retracer un petit peu le tout, tu as démarré l'immobilier il y a maintenant 30 ans, c'est ça? Ça fait rare de ma part. Oui, oui, c'est bien. C'est vrai de le souligner. Ça fait un petit peu plus que ça, même. Ouais, C'est là où je m'aperçois que ben, finalement, les années passent très, très vite. Et on a ouais. beau le savoir, on a beau nous le dire et nous le répéter, on est face à cette vie qui est souvent rythmée à 100 à l'heure. Mais c'est bien, hein, c'est super. Mais oui, oui, c'est tout à fait ça. L'aventure immobilière a démarré en 1993 pour moi. Voilà, un jour Et, d'août. Voilà. et à l'époque, est-ce que tu étais prédestiné à ce métier? Parce qu'on est souvent, hein, beaucoup d'entre nous, finalement, c'est une forme parfois de reconversion. Alors certains passent par le biais du BTS en immobilier et d'autres, suite à des métiers plutôt commerce ou de service, trouvent à un moment donné quelqu'un qui les aspire dans cette voie. Est-ce que ça a été ton cas à l'époque? Non, en fait, c'est par pur hasard en fait que je suis arrivé dans le métier de la transaction immobilière. J'étais encore étudiant. Le BTS profession immobilière n'existait pas à l'époque. Et moi, je préparais un autre BTS. C'était les tout premiers qui se faisaient en alternance. Et c'est là que j'ai découvert le métier de la transaction en démarchant des agences immobilières parce que j'étais auparavant étudiant et j'avais déjà démarché quelques agences pour être, on va dire, prospecteur les week-ends pour les négociateurs. Donc j'avais déjà un petit pied dedans. Et naturellement, je trouvais logique de poursuivre l'aventure sur un apprentissage un peu plus poussé, à la fois théorique avec les études et pratique avec l'alternance au sein d'une agence. Donc, c'est venu comme ça et très vite, j'ai senti que c'était vraiment quelque chose qui me correspondait bien, quoi. Voilà. Quand tu dis prospecteur à l'époque, c'est prospection de terrain ou prospection téléphonique? Comment ça se Uniquement matérialise de la de ton côté? prospection téléphonique à l'époque. Internet Ok. n'existait pas. Je parle d'un monde un peu bizarre. Internet n'existe pas. On est en France, ça paraît dingue. Euh, C'est ça qui est marrant, tu vois, de euh, revenir finalement sur le métier d'avant, c'est chouette. ouais, et c'est vrai qu'on travaille essentiellement les particuliers qui, à l'époque, postent des annonces, comme on peut le trouver aujourd'hui sur les sites de PAP, postent des annonces sur des journaux, voilà, sur des journaux papier. Et mon activité principale, c'est d'aller justement contacter ces particuliers en leur expliquant qui je suis, qui nous sommes et comment on peut les aider à faire que leurs transactions se passent au mieux. Donc, ce qui est bien, parce que c'est le sujet de pas mal de mes conférences, c'est que finalement, malgré ces 3 décennies qui passent avec une technologie qui est exceptionnelle aujourd'hui, Ah, eh ouais. ben, nos fondamentaux restent les mêmes. Voilà, on a toujours ce rôle d'intermédiaire et d'aller chercher l'information où elle se trouve auprès de particuliers qui ont un besoin, c'est de transmettre leur patrimoine et d'aller le proposer à ceux qui sont en quête de logement. Il y a juste voilà, un peu de technologie qui s'est mis au milieu de tout ça, mais le fondamentaux, La il est mission est la même. effectivement la même, bien sûr. Comment ça se matérialise pour toi à l'époque? Parce qu'on démarrait prospecteur, il n'y a pas de sujet. Mais après, il y a une posture, il y a un savoir-être, un savoir-faire qui petit à petit peut-être s'apprend sur le terrain au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des Oui. réussites ou des échecs. À quel moment, toi, tu t'es dit, ça y est, c'est mon métier. Je suis en plein dans mon univers. Il y a un Très élément rapidement, déclencheur? très rapidement, j'ai trouvé pas mal de marques dans ce que je faisais et j'avais tendance à vouloir aller au-delà de l'aspect prospection et de pouvoir
m'occuper à part entière des personnes que je contactais. Justement, j'avais l'impression d'être dans un cercle un peu fermé sur uniquement un seul métier. Donc, j'ai très rapidement demandé à aller un peu plus loin dans la démarche, de pouvoir m'occuper entièrement des mandants, d'aller ensuite pouvoir m'occuper des acquéreurs. Donc, tout s'est fait assez vite. J'avais pas mal de personnes autour de moi qui travaillaient, qui faisaient ce métier de manière très pro, qui m'ont vraiment formé, qui m'ont aidé, qui m'ont poussé aussi à aller plus loin. Parce que moi, à la base, je suis très timide comme garçon et je pense que ce métier m'a aidé aussi. C'est un métier de représentation, hein, et donc par rapport à ça, bah, il faut justement enlever les croyances qu'on peut avoir par rapport à plein de choses et petit à petit, bah, justement, ça aide aussi à aller plus loin. C'est un peu comme du théâtre. On apprend justement à composer avec des gens et avec des individus qui n'ont pas tous les mêmes besoins, qui sont tous différents, d'apprendre ce que c'est qu'une vraie découverte. C'est aussi un des sujets phares en 2026 encore. Mais moi, j'ai été bien entouré, j'ai eu beaucoup de chance, je me suis inspiré de beaucoup de personnes, mais j'ai senti que j'étais vraiment, que j'avais cette envie d'aller un peu plus loin dans ce métier et puis de ne pas être cantonné qu'à une seule tâche. Voilà. Le développement de ta prospection, c'est quelque chose qui se fait très naturellement ou au Oui, contraire, c'est ouais, très je naturellement? suis très à l'aise avec ça. Les collaborateurs m'expliquent qu'ils ne veulent pas le faire, que c'est compliqué, que c'est chronophage, que les gens veulent pas. Moi, je me dis que j'ai pas mal de chances de pouvoir être bien installé dans des beaux bureaux et que j'ai juste à contacter des gens et que dans le pire des cas, bah, s'ils me disent non, c'est pas très grave en fait. Donc, je le prends de manière complètement inversée par rapport à ce que certains vivent sur cet aspect. Je ne subis pas du tout l'acte, je le vis à part entière. C'est une très très bonne école. D'ailleurs, un autre de mes patrons m'a expliqué que c'est un peu l'entraînement du sportif, la prospection, et que quand on sait prospecter, finalement, on est capable après d'aborder pas mal de situations différentes parce que effectivement, il y a ce côté d'aller proposer un service à partir d'un événement que les gens n'ont pas sollicité. Et du coup, je pense que c'est plus facile peut-être après d'appréhender la démarche commerciale classique. Donc moi, je le vivais de manière très naturelle, très détaché en fait, et j'ai jamais eu ce rapport compliqué à la prospection. Je le vivais vraiment comme une plus-value qu'un professionnel pouvait apporter à un client quand il avait un moment besoin dans sa vie d'un service et de lui proposer justement quels étaient les bienfaits de cette plus-value. Moi, ça me paraissait évident. Voilà. Donc, tu as vécu plusieurs années en tant qu'agent. Alors, tu étais salarié ou indépendant à l'époque, si c'est pas indiscret? J'ai C'était toujours que été du salariat? salarié. À l'époque, le modèle d'indépendant n'existait pas trop. Me Moi, semble, hein, j'étais ouais. salarié pendant une quinzaine d'années. J'ai toujours été salarié après, mais après, j'ai été responsable d'agence, directeur d'agence, manager, etc. Toujours avec un statut de salarié pendant très longtemps. Ouais. Et comment se fait, alors le métier d'agent, on va pas forcément dégrossir là tout de suite, puisque il y a eu énormément de podcasts à ce sujet. Moi, c'est la psycho, ta psychologie à l'époque qui m'intéresse, de passer de l'agent au responsable potentiellement d'agence ou manager. Comment on fait la bascule dans sa tête à un moment donné? Est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement naturel pour toi ou c'est une proposition qui t'arrive et où tu dois te préparer à un nouveau métier finalement? Ah oui, ça, on doit se préparer un métier et je pense qu'on l'est jamais assez. Justement, le management, c'est sans doute un des métiers les plus difficiles parce qu'en réalité, le management, c'est gérer des individus, c'est gérer des êtres humains, donc c'est gérer des émotions. Et chaque individu est unique et donc il faut gérer des émotions très universelles, on va dire, et il faut vraiment capter les émotions de chacun. Donc, je l'apprends sur le tas, c'est compliqué parfois. Et puis rapidement, je prends pas mal de marques aussi. Je me forme énormément, même s'il n'y a pas de formation idéale sur le management, ça se saurait depuis longtemps si ça existait. Et je crois qu'on essaie de composer au mieux en fonction des individus qu'on a en face de soi. Et l'idée, c'est comme avec un client, c'est vraiment d'être dans une écoute active permanente, de bien comprendre les besoins de chacun. Et on ne peut pas appliquer un management global à tout le monde. Bien sûr, il y a des règles, parce que sans règles, une entreprise ne fonctionne pas. Et il y a Bien des sûr. règles sur lesquelles il faut vraiment être vigilant par rapport à l'organisation, par rapport à la rigueur qu'on met en place sur les process. Puis après, il y a le côté justement ajustement en fonction des personnes, en fonction de leur âge, en fonction de leur statut, en fonction de leurs besoins personnels, en fonction voilà, de leur parcours, et d'essayer justement de faire du sur-mesure avec ces personnes. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, on nous le dit pas forcément au début. Et j'ai par contre, avec le temps, trouvé ça assez intéressant
d'avoir justement cette spécificité par rapport aux individus. Voilà. Aujourd'hui, je travaille beaucoup là-dessus. J'ai la chance de continuer de manager beaucoup d'équipes aujourd'hui à distance ou sur le terrain en tant que consultant. Et c'est assez passionnant. On aime parfois faire un parallèle entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Est-ce que tu considères que manager, en l'occurrence, une agence immobilière avec différents agents, différentes caractéristiques, âge, etc., s'apparente à éventuellement manager, par exemple, une équipe de foot, de rugby, de basket? Est-ce que c'est quelque chose que peut-être même tu t'as utilisé, toi, dans ton management? Oui, oui, complètement. D'ailleurs, les parallèles sont très nombreux. Et moi, en tant que coach, alors le coach, le mot, il est un peu vulgarisé, je trouve. On Oui, l'emploie un peu à toutes les sauces. Bon, il y a des parcours hein, pour être coach certifié, etc. Et il y a un vrai parallèle avec le sport, puisque c'est accompagner des individus et les mener à la réussite. C'est répéter les choses, répéter comme un coach sportif va faire répéter le mouvement à son sportif tous les matins quand il doit courir ou prendre sa raquette, alors que le joueur a peut-être même une technique bien meilleure que son propre coach. C'est le coach qui va lui rappeler quels sont ses points perfectibles et comment il peut l'amener encore vers plus de réussite. À l'instar de ce coach sportif, l'idée, là, moi, c'est vraiment d'amener les commerciaux sur quelque chose de globalement positif parce qu'ils vont traverser forcément des périodes plus compliquées que d'autres, de leur rappeler sans arrêt les fondamentaux, les essentiels, même si au fond d'eux, ils le savent, c'est de leur rappeler à quoi sert la prospection, comment on va l'organiser, comment on va la processiser, comment on va la suivre, comment on va la transformer, comment un closing doit être rudement mené, même s'ils en ont fait des dizaines et des bien dizaines dans sûr. leur vie, et de leur rappeler parfois les essentiels, parce que nous ne sommes que des êtres humains et on oublie beaucoup de choses. Et mon rôle, c'est ça, moi, c'est de rappeler les choses, de superviser toujours en étant un peu ce chef d'orchestre vis-à-vis de leur production, des attentes de leurs clients, et puis de faire en sorte que tout ça s'articule du mieux possible, en fait, avec les aléas que tout ça comprend, hein, puisque rien n'est écrit à l'avance, ça serait trop facile. Mais en réalité, c'est une discipline, hein, le management, hein, et donc c'est le fait de s'astreindre à certains process Bien pour sûr. pouvoir justement après adopter une attitude gagnante, tout en étant justement capable de s'ajuster en fonction des besoins. Est-ce qu'il y a des choses comme ça sur 30 ans de carrière, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, on écoute lorsque on a l'occasion de pouvoir échanger avec des profils tels que le tien. Est-ce que sur les 30 dernières années, tu as une anecdote comme ça, un peu folle, qui t'est arrivée en agence et que tu pourrais nous relater aujourd'hui, quelque chose qu'on pourrait écrire dans un livre, personne ne pourrait y croire, mais elle t'est vraiment arrivée, quoi. Des choses extrêmes comme ça, je pense pas, mais j'ai vu des gens évoluer, mais vraiment de manière incroyable, parce que en fait, ils ont pris conscience à un moment, ils ont eu un déclic sur le fait que tout était possible, s'ils se donnaient les moyens de réussir. Et Mhm. j'espère avoir pu participer, en tout cas, à une partie de cette réussite en les emmenant sur des réflexions qu'ils n'avaient plus, en leur rappelant que s'ils avaient été capables de faire quelque chose un jour, on pouvait développer cette capacité, on pouvait la rendre pérenne. Et donc, moi, c'est ça que j'aime voir, c'est la transformation des compétences. Et on évolue avec le temps. Hein. C'est rien n'est défini, rien n'est inscrit dans le marbre. On peut apprendre à évoluer. La remise en question, elle est vraiment nécessaire dans tous les Ouais, complètement. métiers. Et là encore Ouais. plus, ne vivons jamais sur des acquis. La formation, c'est à tous les âges, à chaque instant. Et je pense que c'est ce qui fait la force de certains. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que j'ai vécu de très, très belles réussites à des gens, avec des gens à qui on avait dit que c'était pas fait pour eux, par exemple. Donc, je trouvais ça dommage de les réduire à des statuts qu'ils n'avaient pas envie d'avoir et au contraire de les révéler dans un rôle qu'ils n'estimaient pas être légitime. Et moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Comment on arrive, alors moi j'ai la réponse pour avoir eu à échanger avec toi brièvement au salon et avoir vu les quelques interviews que tu as eu fait. Mais pour nos auditeurs, comment on passe d'agent immobilier à Dijon à référence à la télévision pendant une dizaine d'années? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui est incroyable pour le coup?
Ouais, ouais, c'est une super belle aventure. C'est vrai qu'il n'y a pas une journée où on n'en parle pas. En fait, encore ce matin, C'est fou, j'ai hein? discuté avec des gens Mm. dans la rue qui me demandaient, voilà, pourquoi il n'y avait plus d'émission, comment Quand ça est-ce que allait se vous revenez? passer. Ouais, 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 mais c'est toujours bienveillant. Moi, j'adore. bien sûr. Et en fait, pour moi, ça toujours, voilà, c'est des gens qui forcément me parlent de notre projet immobilier. Donc, c'est forcément du business en plus de ça, en plus d'être dans un Ah, environnement si tu es sympa. à Dijon, oui, forcément. Ouais. Bah, en fait, c'est venu par hasard, hein, tu vois, encore une fois, mais il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées par hasard. C'est ça qui est bien. Moi, on a tous des petits guides comme ça, des petits guides. Ouais, en 2014, moi, je suivais le programme, je trouvais bien hein, ce programme à l'époque. C'était déjà un vieux programme du PAF, il a existé pendant 18 ans, et puis il y a Bien 10 sûr. ans, il était déjà là en place depuis pas mal d'années. Et puis, la production a fait une émission sur Dijon, justement, où moi, j'étais pas du tout dans le truc, mais c'était la première fois qu'ils délocalisaient sur Dijon, et il a fallu donc contacter des agents locaux pour aider Thibaut, qui était l'expert en charge de la recherche à l'époque, Thibaut Chanel. ouais, Thibaut Chanel qui contacte plusieurs agents, dont je fais partie. Et je lui dis, bah, écoute, moi je connais bien l'émission, je serais ravi de pouvoir t'aider dans ta recherche. Donc ça s'est fait comme ça. Il a vendu dans l'émission un bien que je lui avais présenté. Et du coup, on est resté en contact et la production m'a proposé dans la foulée, en fait, ouais, j'étais en contact avec la production et là, ils me proposent de venir rejoindre l'équipe des experts parce que potentiellement, ils ont besoin de quelqu'un en plus. Il n'y a rien de défini. Donc, euh, donc voilà, ça se fait comme ça. Casting la semaine suivante sur Paris, en appart. Voilà, tout va très très vite. La réponse arrive vite aussi. Ça match. Donc l'aventure démarre et un mois plus tard, les tournages démarrent. Voilà, ça vient très vite et ça dure 10 ans. Voilà. Il y a une différence entre ce que tu vis en visite réelle avec tes clients et ce que nous, on voit à la télé. Est-ce qu'il y a une forme de scénarisation quand même ou pas du Non, tout? Vous êtes alors plutôt pas du tout. naturel. Alors, tout est naturel. On est vraiment sur des profils d'acheteurs qui s'inscrivent dans le cadre d'émissions. Donc, c'est une recherche télévisée, en fait, hein. C'est comme un reportage. On a affaire à Bien des sûr. acquéreurs qui ont un besoin et on regarde avec la production si le projet il est réel, si tout est OK au niveau tu vois, stratégie, budget, secteur. Et si ça match, eh ben, on va faire ces visites. Et très rapidement, même si c'est déstabilisant pour des clients d'avoir deux caméramans qui nous suivent, un ingénieur du son, un réalisateur, mais très rapidement, on est dans le champ de l'action et on n'est plus concerné par ça, on est vraiment concerné par la recherche immobilière. Alors, bien sûr, il y a un contexte un peu différent puisqu'on est entouré de personnes, d'équipes techniques, mais ça se coordonne bien et donc on est dans une recherche classique. Les gens, quand ils n'aiment pas, disent qu'ils n'aiment pas. Quand ils aiment, ils disent qu'ils aiment. J'ai eu la chance pendant 10 ans de vendre beaucoup d'appart ou de maisons dans le cadre de cette émission et ça a toujours abouti. Les gens disent souvent, ouais, c'est fake et tout ça. Alors moi, je vous dis, c'est pas fake. J'ai encore beaucoup d'anciens clients à qui voilà, j'avais vendu dans le cadre de l'émission, on se voit toujours. Certains ont revendu depuis, on a retrouvé de nouveaux biens, mais tout s'est fait de manière ultra naturelle. Donc, sauf que derrière, il y avait entre 2 millions et 2 millions et demi de personnes qui regardaient leur aventure. C'était diffusé en France. Et, et donc, j'ai la question sur le bout de la langue, c'est qu'est-ce que toi, ça change d'un point de vue psychologique de sortir de ce tournage, d'attendre que ça passe à la télévision et un jour, un bon matin, tu vas passer devant la boulangerie comme tous les matins habituellement, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde te reconnaît. Est-ce que Ouais, et c'est quelque puis, chose de déstabilisant, ça? non, oui, oui. Alors, la première fois, oui, bien sûr, on s'attend pas à ça. Mais je sais pas tout ça. Enfin, je sais pas. Je suis bien conscient que la télé, c'est une grosse machine et qu'effectivement, ça génère beaucoup d'intérêt. Mais c'est vrai que la diffusion de la première émission, waouh, c'est un truc de dingue où le lendemain, j'ai des tonnes de messages qui arrivent avec des gens qui veulent tous vendre, acheter, qui savent pas à qui s'adresser et que comme ils ont vu l'émission, que c'est sur leur secteur, ils se disent bah pourquoi pas l'appeler lui parce que ils ont l'impression de le connaître. En fait, ça vient un peu comme ça. Les gens me le disent au fur et à mesure des émissions, ils me disent bah on t'appelle parce que mais déjà, quand les gens rentraient dans l'agence en me demandant par le prénom, je savais qu'il y avait un truc souvent lié à ça, parce que souvent, il y avait une identification qui était un peu plus forte grâce à cette émission. Donc oui, c'est forcément différent après, c'est super. Ça crée en tout cas de la visibilité. Donc dans nos métiers, on en veut de la visibilité, tu Bien sais, hein, en sûr. communication.
on enseigne ce qu'est le personal branding, on regarde comment se positionner C'est dans ça. un monde ultra concurrentiel. Donc, c'était une carte vraiment intéressante à jouer. Après, il fallait plaire aux gens. C'est aussi, c'est ce qui faisait peut-être que certains nous appelaient pas derrière. Mais globalement, c'était plutôt positif. Vraiment, vraiment. Après, on a tous une clientèle, hein, finalement. C'est-à-dire que Exactement. par rapport Ouais, à notre tempérament, notre manière ouais. d'être, on va matcher avec des gens. Mm, Et on le voit en agence de manière générale, lorsqu'on est entouré de 4-5 collègues, il y mm. a un client qui va passer la porte, on va dire, oh, il est un petit peu difficile celui-ci. Et au contraire, tu as la collègue d'à côté qui dit, ah non, il était vachement sympa, tu sais, mais parce que finalement, les ondes font que, à un moment donné, Ouais, on s'entend ou pas avec les clients, quoi. C'est comme dans la vie de tous les jours. c'est ça, Euh, pareil. ce, tu as changé de statut derrière dans ta manière de fonctionner, de travailler, tes performances. Il y a eu un avant et un après recherche appartement ou maison ou pas du tout? Tu as Oui. continué ta vie, Ah oui, par contre, oui, oui, bien sûr, mais il y a eu un après, puisque, comme on le disait, la visibilité entraîne aussi les bien contacts, les sûr. plus nombreux, les performances sont là, évidemment, il y a plus de performances parce qu'il y a plus de transactions qui se font, enfin, transactions, il y a plus de contacts à transformer derrière. Donc, ça génère beaucoup Ce de qui n'est pas business. fait. Ouais. Et ça, c'est super. Et puis, moi, ça me permet surtout l'exercice télévisé. Me donne un peu plus de confiance en moi, je trouve, parce que derrière, je développe énormément tout ce qui est mon deuxième métier, les conférences, la prise de parole en public sur des grands événements, sur des conventions, sur des prises de parole dans les différents journaux. J'interviens, j'écris des articles, je fais de la radio, voilà, je fais quelque chose de différent et je pense que c'est en partie grâce à ça, parce que ça, je sais pas, ça m'a redonné une C'était espèce un de... révélateur peut-être aussi de ce que tu avais au fond de toi. Oui, Euh, complètement, complètement. tout ce qui est formation, la radio, ce sont des choses qui sont arrivées après l'émission ou tu avais Alors, la déjà formation, initié, j'avais déjà avant. J'avais ça en parallèle d'accord. avant, mais c'était pas ma principale activité. Et je voulais quand même développer ça de plus en plus. Et puis, du coup, comme je faisais pas mal quand même, d'interventions dans différentes structures en tant que consultant, bah, l'émission aussi crée encore une fois de la visibilité autour de ça. Et j'ai plus de structures qui m'appellent en voyant que je fais aussi des conférences. Certains veulent tester pour voir ce que je peux leur apporter en termes d'éléments de langage, de discours, beaucoup de motivation, de choses comme ça. Donc ça prend bien, ça prend assez vite et ça devient mon activité principale. Je crée un vrai organisme de formation certifié, Calliope, par l'État. Voilà, j'ai une activité qui est très forte. Je navigue sur tout le territoire. Je fais beaucoup d'allers-retours toutes les semaines, un peu partout, sur des events très intéressants. Et là, je m'éclate vraiment. Je suis dans mon Com- élément. Comment tu le jongles ça, cette activité d'agent IMO qui perdure, j'imagine, un petit peu? Les Bah, ça, formations, la c'est ça. radio, j'écoute un Ouais. peu ce que tu fais aussi, c'est toujours avec des invités extrêmement intéressants, où tu parcours l'actualité de l'immobilier, tu invites de nombreux fondateurs de réseaux aussi pour parler de leur quotidien, de comment ils ont développé leur marque. Comment tu jongles toi? Parce que l'agenda, il n'y a que 7 jours dessus sur la semaine, 24 heures dans une journée. Comment tu fais? Des fois, je me pose pas la question. C'est vrai qu'on me la pose souvent pourtant, mais j'essaie de m'organiser au mieux. Bien sûr, c'est défini ainsi. L'agence dans laquelle je travaille, il y a des collaborateurs qui s'occupent vraiment de mon business. Moi, je rentre les biens, certains les sortent. J'essaie vraiment de trouver un équilibre par rapport à ça. Et puis, de toute façon, naturellement, je fais de moins en moins de transactions. Je ne travaille que sur un tout petit réseau de relationnels. Je ne m'occupe plus de clients. Je ne les prends plus. En tout cas, ceux qui viennent me voir parce que c'est des anciens clients ou des recommandations, je vais le faire. Mais sinon, mon activité principale, c'est vraiment le développement du consulting et des conférences. Voilà, ça prend une place très importante. Et moi, j'aime écrire. Donc, je sors un livre aussi en 2019 où, quand on me dit non, aujourd'hui, tout ce qui est voilà, écrit, ça marche pas, il faut être uniquement sur Internet. Je dis non, je vais quand même le faire, ça fonctionne bien. Donc, ça me renforce dans l'idée de continuer d'écrire. J'écris 2 conférences qui fonctionnent bien, donc j'en écris d'autres. J'en fais certaines en binôme avec des pros. Donc ça m'anime complètement et je veux vraiment faire que ça. Je garde quand même un pied en transaction, c'est important parce que ça me nourrit justement des discours que je peux avoir.
J'essaie de mieux comprendre justement ce que vivent au quotidien les conseillers sur la difficulté qu'ils ont à capter un prospect, à le transformer bien en sûr. client. Et moi, ça me permet quand même d'exister aussi, et c'est ça où les Garder les gens, pieds sur terre aussi, ouais, peut-être. voilà, je suis reconnu pour ça aussi parce que je suis Mm. pratiquant. Et ça aide aussi beaucoup dans le discours. Est-ce que tu as eu à un moment donné potentiellement une forme de lassitude dans ce métier? Quelque chose qui... Jamais, 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 non, jamais. jamais. Et alors, c'est ça qui est bien. D'ailleurs, je pense pas qu'on tienne 30 ans dans un métier identique à peu près, même s'il y a des variations, si on n'aime pas ça. Euh, En fait, chaque situation est différente. Bien sûr que quand j'ai démarré ma carrière, j'étais par exemple très axé sur l'acquéreur, j'aimais m'occuper des recherches. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est plus le vendeur, le propriétaire et la fixation d'un bon prix, d'un prix marché, d'un travail soigné en exclusivité, etc. Donc, il y a des périodes avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise, mais j'ai jamais été lassé de ce que je faisais parce que j'ai eu aussi des variations dans mon métier qui m'ont permis d'aborder des thématiques différentes. Donc la prise de parole, l'écriture, la radio, les médias en général, et puis donc ce côté formateur, d'être auprès des gens, de ceux qui ont, comme moi, démarré dans ce métier ou qui étaient en reconversion, puis de les aider. Moi, ce que je voulais, c'est transmettre. Donc en fait, entre la transaction, la prise de parole, les conférences, j'ai pas eu du tout cette sensation de lassitude, jamais. T'as pas finalement pas eu le temps de t'ennuyer parce que les projets se sont Non. enchaînés. Donc, Voilà. de ton côté, tu es aujourd'hui donc troisième décennie dans ce métier. Il y a eu différentes crises. On vient d'en vivre une là, du moins on est encore un petit peu dedans hein, par rapport aux taux qui sont encore très hauts, par rapport à un marché qui est plutôt timide dans ce début d'année. Est-ce que tu as potentiellement un parallèle à faire entre ce qui s'est passé à la fin des années 2000 et aujourd'hui? Quel était à l'époque l'environnement, comment ça se passait à l'époque pour les plus jeunes d'entre nous? Alors, je vais dire un truc qui va, je l'espère, remettre les pendules à l'heure et rassurer tout le monde. C'est que, en réalité, déjà, l'immobilier, c'est du logement. D'accord? Le logement, c'est un besoin primaire, qu'on soit locataire ou propriétaire, qu'on souhaite acquérir ou vendre un bien. De toute façon, on sera à un moment donné dans notre vie toujours concerné par le logement. Donc, quoi qu'il arrive, on aura besoin d'intermédiaires formés et qui savent de quoi ils parlent. Ça, c'est une première chose. Je suis arrivé dans ce métier comme alternant, donc en 93, et j'entendais les anciens, déjà à l'époque, c'était la sortie de la guerre du Golfe. Et déjà, on disait, on sort d'une crise, donc il y a des répercussions économiques, etc. Ok. Il y a eu le passage à l'euro en 2001, qui était Aussi, aussi une période de économiquement transition. qui a déstabilisé certaines choses, etc. Ensuite, on a eu la crise des subprimes en 2008, où effectivement, c'est violent parce que nous sommes en septembre 2008, je m'en rappelle, tout s'arrête, il n'y a plus de transactions, mais ça va reprendre petit à petit. Et là, on voit que les bons qui continuent de s'intéresser aux peu de clients qui existent, parce qu'il y en a quand même, eh ben, vont s'en occuper de manière différente, vont faire leurs ventes et ça va éliminer un peu les opportunistes. Et puis arrive aussi la crise sanitaire avec ces fameux Covid qui bousculent nos habitudes. L'immobilier, on en consomme comme on consomme un produit naturellement courant, qui fait que le marché explose, qu'il y a un nombre de transactions incroyable, il y a beaucoup plus d'intermédiaires qui veulent faire ce métier. Bref, en fait, c'est un métier où il y a toujours eu des crises et il y en aura sans doute encore. Mais là où je disais d'être rassurant, c'est que, encore une fois, ça fait partie, se loger aujourd'hui reste un besoin fondamental. Primaire. Mm, Nous mm, sommes mm. dans une société où nous bougeons de plus en plus géographiquement, où la rotation des biens immobiliers se fait aussi beaucoup plus facilement qu'avant, malgré le fait que les taux d'intérêt aient augmenté par rapport à ce qu'on a connu il y a 5 ans. Aujourd'hui, si on a un dossier cohérent, on peut emprunter autour de 3, 3,20, ce qui n'est pas déconnant en soi. Et je connais beaucoup d'organismes bancaires qui, contrairement à ce qu'on peut entendre, sont prêts à écouter les clients et à prêter à nouveau de l'argent si les conditions, bien sûr, sont réunies. Donc, je pense qu'il faut peut-être réveiller certains clients en leur disant, n'entendez pas qu'une partie de ce qui se passe, mais allez creuser si vous avez un vrai projet, allez chercher ce projet pour voir s'il est pérenne, s'il est faisable ou pas, parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aujourd'hui s'arrêtent de vivre, entre guillemets, Ah ouais, un joli complètement. projet qu'ils pouvaient avoir parce qu'ils sont un peu bloqués par des informations négatives.
sur lesquels ils n'ont pas eu le temps d'aller creuser. Donc aujourd'hui, c'est notre rôle aussi d'aller De réveiller cette envie. pédagogie, effectivement, Ouais, et de bien sûr, mais moi je le secouer fais un hein, petit peu avec la mes marmite. Ouais. équipes. On rappelle des acquéreurs qui ont été qualifiés il y a parfois 2 ans et qui avaient mis de projet de leur côté en pensant que c'était pas pour eux, que c'était pas adapté, que c'était pas le bon moment, etc. Puis quand on leur Bien explique sûr, aujourd'hui qu'il y a des opportunités, qu'il y a des biens dont les prix ont été réévalués, qu'il y a un positionnement stratégique, etc. Bah là, qu'est-ce que ça génère chez eux dans l'interrogation? On va les renseigner, on va les rassurer, et puis bah là, on vient de faire 2 ventes avec des gens qui, il y a 2 mois, ne pensaient plus bien y sûr. acheter. Voilà. Ah oui, complètement. Là Donc où en fait, par voilà, contre, on est face à des cycles. L'immobilier, ce ne sont que des cycles. Voilà. bien Mais ce qui est très évidemment, rassurant, c'est que si on regarde la courbe des prix immobiliers sur les 50 dernières années, malgré tous les cycles qu'il y a pu avoir, malgré les crises, avec des variations de prix, avec des variations de taux d'intérêt, de durée de commercialisation, etc., l'immobilier reste une valeur refuge. C'est la pierre aujourd'hui qui fait que sur le long terme, on gagne. La pierre, c'est la transmission d'un patrimoine, c'est la constitution de quelque chose de fort pour préparer son avenir et pour pouvoir transmettre. Je trouve que c'est quelque chose, en tout cas moi, ça me parle dans ce sens-là. c'est un sujet qui au fond est quasi sociétal. En tout cas, Mm. notre métier, hein, puisqu'on est dans l'accompagnement, dans la pédagogie. C'est vrai que moi, je le vois dans ma vie privée. J'ai une grand-mère qui aujourd'hui n'est pas propriétaire à 80 et quelques années. Et je me dis que c'est quasi aujourd'hui, ça doit être de la pédagogie auprès des jeunes. Ils Mm. achètent leurs biens pour une retraite qu'on aura, nous, peut-être pas. Alors, Mm. on verra hein, l'actualité, comment ça va se dérouler. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui une priorité, je trouve, pour les gens, au moins d'avoir leur propre toit. En ce qui concerne l'investissement locatif, par contre, euh, comment vous voyez les choses, vous, de votre côté à Dijon, avec toutes ces mesures qui arrivent du gouvernement, la réforme du LMNP notamment. Est-ce que ça a eu un impact sur la vente de petites surfaces pour étudiants? Comment vous le vivez, vous, de votre côté? Alors, on a la chance à Dijon d'être sur un marché qui est très stable. Pour tous ceux qui Mm. vont nous écouter, venez visiter Dijon. C'est la capitale des Ducs de Bourgogne. On est dans le pays de la gastronomie et du vin, les amis. Eh oui, Non, le on a la Chablis. chance, ouais, on a la chance d'être sur en fait, un territoire où l'activité économique et commerciale elle reste quand même très forte. Dijon, c'est 40 000 étudiants, d'accord? C'est 170 000 habitants, 250 000 à peu près avec la proche agglomération. Donc, c'est un marché qui bouge sans arrêt et on n'a jamais connu de grandes fluctuations ou de baisse ou de hausse de prix. Nous sommes sur un marché qui est plutôt stable, qui est plutôt intéressant parce que les prix restent cohérents par rapport à des familles qui viennent de plus en plus souvent chaque année s'installer pour trouver un vrai confort de vie par rapport à ce qu'on expliquait sur les écoles, sur les universités, sur cette proximité qu'on peut avoir. On a 1h30 de Paris en TGV, etc. Donc, on est vraiment, on a cette chance, malgré toutes les contraintes, comme tu disais, juridiques, fiscales, politiques qui peuvent entrer en œuvre, bah, d'avoir malgré tout une attractivité sur la pierre qui reste encore très forte. Et pour preuve, il y a très peu de petites surfaces disponibles à la vente, comme à la location d'ailleurs. Et quand on en a, eh bien, ça part très vite. Voilà. Tu as l'occasion pour tes formations et à l'époque pour l'émission d'avoir fait le tour de France. Là, on parle de Dijon. Est-ce qu'il y a des villes qui t'ont marqué, où tu t'es dit, oui, là, je suis en recherche pour quelqu'un, mais je m'y projetterais bien parce que c'est une jolie découverte. Alors oui, bien sûr. Moi, j'adore Paris, par exemple. Voilà, j'y suis très très souvent. Donc, je connais bien Paris maintenant parce que ça fait 15-20 ans que j'y vais très 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 souvent, tous les mois, plusieurs fois par mois. Et puis, il y a d'autres villes. Moi, je suis très attiré par les littoraux, en fait, que ce soit l'ouest ou le sud. Voilà. Euh, j'ai besoin de sentir justement à proximité de moi un côté un peu nature et la mer ou l'océan pour moi c'est très intéressant, c'est une source de on va dire De quiétude. ouais complètement. Mm, Après mm. on a la chance en France, la France est un tout petit pays que j'ai appris à découvrir sur ces 20 dernières années là quand j'ai fait le tour de France où je le fais encore. On a des villes extraordinaires, on a un patrimoine incroyable, on a énormément de chance et avec des diversifications architecturales incroyables. Quand on est à Biarritz, c'est pas la même chose que quand on est à Nice. Voilà, je te cite 2 villes que j'aime beaucoup, par exemple, qui ont une attractivité économique, touristique très marquée et très forte. Bien sûr. Et Mm, moi, mm, j'aime aller là-bas 2 jours parce que j'ai l'impression de voyager pas au bout du monde, mais de changer.
de secteur, De parce qu'on n'est cadre plus dans les complètement. mêmes, Mm. dans les mêmes architectures, on n'est plus dans les mêmes cultures, parfois aussi, parce que l'Ouest est très marqué par une certaine culture, de même que dans le Nord, on va avoir aussi d'autres attractivités. Et c'est ça qui est bien, c'est que moi, j'aime vraiment toutes les régions de France parce que j'ai découvert des gens différents, des cultures différentes, des patrimoines très nombreux, différents. Donc moi j'adore. Là, aujourd'hui, tu es toujours positionné à Dijon. Quels sont tes projets à venir? Est-ce que potentiellement il y a un retour éventuellement de l'émission ou pas du tout? J'ai pas Euh, d'infos. Il n'y a pas Moi je reste, d'infos? non, j'ai pas d'infos. Après, moi je reste convaincu qu'il y aura sans doute. Je pense qu'en réalité, moi je suis convaincu. Aujourd'hui, il y a de l'immobilier à la télé à travers un programme très bien fait d'ailleurs, hein, qui est plus un programme d'évasion sur des biens d'exception, etc. Moi, je pense que, au vu de ce qu'on a connu, que ce soit sur recherche appartement ou maison à vendre, on a beaucoup de Français qui s'identifiaient dans ces programmes-là. Et je pense que ce retour à un immobilier un peu plus populaire, on va dire, est nécessaire. C'est un immobilier de proximité, c'est un immobilier de réalité, de marché, de secteur, de ville moyenne ou petite ou grande, peu importe, mais en tout cas, c'est localisé. Voilà, c'est l'immobilier à Lyon, c'est l'immobilier à Dijon, c'est l'immobilier à Toulouse. Et c'est ça que les Français aiment, c'est pouvoir justement avoir un panorama très exhaustif de ce que c'est que l'immobilier en France aujourd'hui. Ils aiment voir les biens comparés et d'avoir des gens qui ont des budgets plus classiques, on va dire, des accédants à la propriété, des gens qui vendent un bien pour en acheter un autre, mais voilà, de manière un peu plus classique. Je pense que ça manque. Et moi, j'aimerais bien que un jour, tout ça revienne parce que je sais que ça plairait beaucoup aux Français, quoi. Et être toi à l'initiative d'un tel projet, c'est pas quelque chose qui t'a un jour traversé l'esprit? Ah si, moi je suis très open s'il y en a des amis producteurs qui nous écoutent. Mais ouais, bien sûr, après, l'avantage d'avoir en tout cas participé à une mission comme celle-ci pendant 10 ans m'a permis d'avoir un peu plus de certains codes, on va dire, qui vont bien vis-à-vis de ce média. Et c'est vrai que moi, si demain il y a une opportunité qui se présente à nouveau, je serais très content de pouvoir ou y participer ou en tout cas de m'y intéresser. Ouais. Dans l'émission, j'ai pour coutume de poser une question un peu plus humoristique. C'est que je vais te proposer, je vais t'offrir une table, je vais t'offrir 6 chaises. Tu es sur la 6e chaise et donc tu as 5 invités, des personnes connues, peu connues, de ce monde ou plus de ce monde aussi. Pour passer une bonne soirée, qui inviterais-tu? Mais Je alors te en prends fait, de court, c'est fait exprès. non, non, mais c'est intéressant parce que j'ai vu passer ça sur les réseaux il y a pas longtemps, mais c'était pas autour d'une table, c'était dans un avion en fait. On était assis, puis Ah, à dans un côté, avion. il y avait déjà plusieurs personnalités qui étaient installées et on te demandait de dire où tu voudrais aller. Ah, d'accord, intéressant. Alors, moi, écoute, je vais rester peut-être un peu en dehors de tout ça. Moi, la table idéale, c'est la table avec les gens que j'aime, avec les gens qui m'aiment aussi. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est passer du temps avec mes proches, famille et amis. Derrière, je serais ravi. Moi, j'ai la chance de connaître beaucoup de monde maintenant. C'est pas forcément des amis, c'est des gens qu'on apprécie, donc je serais ravi. Il faudrait pas une table, en fait, tu vois, il faudrait faire un banquet dans lequel on pourrait avoir justement les gens qu'on aurait envie de voir. Mais bien sûr, il y a des gens très inspirants, il y a des gens qui sont pas forcément accessibles ou qu'on aurait envie d'interviewer, qu'on aurait envie de voir, qu'on aurait envie, avec lesquels on aurait envie de partager, bien sûr, que ce soit des politiques, des artistes, des contemporains, des gens peut-être, pourquoi pas, qui sont plus là aujourd'hui. Mais moi, ce que je veux, c'est avant tout continuer à être serein et puis d'être entouré des gens avec lesquels j'ai envie d'être. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? Ah bah qu'elle soit à l'image de toutes ces dernières années passées, sur une image d'action, d'engagement, de projet, parce que moi je ne peux pas vivre sans projet, c'est pas possible. Même si en fait sur 10 projets, il y en a qu'un de valable et puis il y en a peut-être qu'un sur ces valables-là que je vais mettre en place dans un an ou deux. C'est pas grave, moi j'ai toujours, Ouais, mais je prends des notes toute la journée, j'écris des trucs. Et puis derrière, je me dis toujours, tiens, ça, on va le mettre en place. Mais par contre, j'ai remarqué que sur les choses sur lesquelles j'étais très focus, aujourd'hui, j'étais content d'arriver à les mettre en place. Des fois, ça prend du temps, mais il y a cette vision qui est très nette et je pense que c'est important de pouvoir justement marquer ces
intentions et d'essayer de tout faire pour y arriver. Voilà. On dit souvent qu'en grandissant et en prenant de l'âge, on va peut-être moins vite, mais par contre, est-ce qu'au contraire, on est mieux préparé pour bah, concrétiser certains projets parce qu'on utilise nos expériences passées peut-être et puis on a plus de patience, non? J'espère. J'espère. Je pense que oui. Naturellement, l'expérience de la vie nous amène à être peut-être un peu plus posé, à faire des choix, en tout cas plus réfléchis. Et ça paraît comme ça sur le papier évident. Je ne sais pas si c'est le cas en réalité. Oui, je pense que si. Je pense que si, on va faire peut-être. Moi, ma devise, c'est de faire moins de choses, mais de les faire mieux. Voilà, de privilégier la qualité, de faire ce qu'on a envie de faire, Bien parce que sûr. ça correspond à des valeurs, à des projets qui sont clairs, identifiés et précis, et on sait pourquoi on les fait, et de faire surtout un truc très important, de faire un truc qu'on a envie de faire pour soi et pas pour les autres. Voilà, le reste. De toute façon, tu sais, ça fait longtemps que je dis aux autres et que je suis parti de ce principe en disant on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens qui n'apprécieront pas. L'important, c'est que ça plaise quand même à une majorité, mais surtout que ça plaise à celui qui le fait et que ça plaise à soi-même. Voilà. Merci en tout cas pour cet échange, pour ton temps qui est précieux, je le sais, et Merci à toi. Merci. j'aurai peut-être l'occasion de te croiser au salon du Rent 26. Ah oui, bien Et puis ben, sûr. Là, peut-être, déjà, là, faut le préparer, là. eh oui, j'imagine. Et Ouais. au détour d'un café à Dijon, si je viens à Avec passer par plaisir. là, Ouais. voilà, ce sera Avec l'occasion. grand Et toi plaisir. à Toulouse, à bientôt, peut-être au Rouen. Merci beaucoup en Salut tout à cas. toi. Merci. Ciao.